Bonjour Carole. Bonjour Vincent. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour Le Goût du Beau, qui est produit par Liseré Rouge et dont l'objectif est de valoriser ceux qui, comme toi, contribuent au beau de notre quotidien. Comme d'habitude, je tenais à remercier tous ceux qui nous suivent sur Instagram, puisque ça nous donne beaucoup de courage pour nos projets. Et puis c'est grâce à ça qu'on peut recevoir des gens de qualité comme Carole. Et puis voilà, sur nos épisodes, si vous avez le moins de commentaires ou conseils, n'hésitez pas à nous le dire en message privé ou en commentaire. Je suis vraiment content de te recevoir, Carole, parce que un petit peu comme Kevin de la marque Epoch qu'on a reçu pour le premier, tu faisais aussi partie des premières marques qui nous ont fait confiance. Donc merci encore pour ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement de ton parcours et de la marque que tu as créée. Donc voilà, si ça te va, on peut commencer par ton introduction et je te laisse te présenter. Ok, déjà merci à toi de m'inviter, je suis ravie d'être là. Donc je suis Carole Ridard, je suis la créatrice de la marque Inadea. Donc, je suis originaire de Bretagne et je suis à Paris depuis à peu près 10 ans. Et j'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode. Et mon métier principal, ça a été couturière. Est-ce que, avant qu'on parle de ton parcours professionnel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement d'où tu viens et comment ta relation avec la mode a commencé? Je dirais, en fait, c'est quand j'étais jeune, j'étais assez friand de tout ce qui était artistique. Je bricolais beaucoup, j'adorais l'art plastique, les choses comme ça. Et j'adorais aussi les vêtements, m'habiller, je faisais beaucoup de shopping. C'était quelque chose d'assez important dans ma famille, avec ma maman ou ma grand-mère, elles adoraient aussi s'habiller. La féminité, elle passait vraiment par le vêtement. Et, et donc, à un moment donné, quand j'avais 14 ans, j'ai demandé à ma grand-mère de m'apprendre à coudre, parce qu'elle, elle était couturière quand elle était adolescente. Enfin, à cette époque-là, toutes les femmes apprenaient à coudre. Bien sûr. Et elle m'a appris pendant tout un été. Tous les matins, je venais chez elle et elle m'apprenait quelques points à la main. Et j'ai vraiment adoré. Euh, et je pense que c'est à ce moment-là, à la fois le goût pour les vêtements et ensuite pour la couture. Pour moi, après, c'est devenu une évidence, en fait, que je voulais travailler dans la mode. Après, je suis plus partie sur un parcours dans l'objectif de devenir styliste. Aussi parce que à ce moment-là, ma grand-mère elle me disait que elle voyait un peu les choses en grand, dans le sens où pour elle, couturière, c'était vraiment un peu caché, c'était petite main, il y avait ce côté où pas très reconnu. Et donc elle me disait, si tu veux travailler dans ce milieu-là, vise plus haut, cherche à être styliste, voilà. Et tout ça. Donc j'ai un peu suivi ce qu'elle m'a dit. Donc après des études, j'ai fait quand même des études assez générales, lycée, j'étais à l'université et ensuite après je suis partie dans une école de mode à Toulouse. Juste après l'université, du coup. Ouais, en fait j'ai fait 2 ans, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises. Pourquoi? Parce que quand j'ai terminé le lycée, j'avais déjà l'idée de travailler dans la mode, mais en fait j'ai pas réussi à être acceptée dans les écoles que je voulais parce qu'à ce moment-là c'était assez limité comme choix. J'avais choisi pour faire un BTS métier de la mode, mais c'est pareil, c'était les débuts de post-bac où on s'inscrit Je me rappelle et donc les exactement. places étaient très très limitées. C'était un peu compliqué parce que comme je venais aussi d'études très générales, j'étais pas forcément prioritaire sur ces filières-là. Et j'avais tenté une grande école à Paris qui est, je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est une grande école d'art qui ensuite dans les années supérieures avait une spécialité mode. Mais c'est une très très grande école, il y a plus de 5000 candidatures. Le concours je l'ai passé, mais en plus c'est des concours où souvent c'est des personnes qui ont déjà fait 2-3 ans d'autres écoles qui arrivent à rentrer en première année dans cette école. Donc j'ai pas été acceptée à ce concours et donc un peu par dépit, je suis partie à l'université. J'ai choisi GEA parce que je me suis dit que ça allait toujours être intéressant parce que moi j'avais vraiment déjà comme objectif de peut-être un jour monter mon entreprise. Donc je me suis dit que ça me servirait. Donc je suis partie, j'ai fait 2 ans en GEA et ensuite après j'avais toujours cette envie de travailler dans la mode. Et j'ai découvert cette école à Toulouse, qui était beaucoup moins chère que les écoles parisiennes, parce qu'il ne faut pas se mentir que les écoles parisiennes sont très très chères. Et donc Toulouse, c'était beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible. Donc j'ai postulé, j'ai été acceptée, je suis partie 3 ans. Donc c'était une école de stylisme, modélisme, couture. Enfin, on apprenait vraiment tout en fait. On avait des gros blocs par semaine de toutes ces matières-là, plus après un peu d'infographie, de l'anglais, enfin voilà, les petites matières en plus.
Et donc 3 ans. Et ensuite, après l'école, je suis montée à Paris. Parce que de toute façon, c'était mon objectif. Et beaucoup à Paris. Ouais, voilà, c'est ça. En France, pour moi, c'était assez évident, en fait. Le rêve parisien pour tous ceux qui veulent travailler dans la mode. Donc, je suis partie à Paris. J'ai profité, parce que c'est pareil, c'était un peu compliqué de débarquer, parce que pour le coup, j'avais jamais vécu. Je connaissais personne. Et les seuls contacts que j'avais un petit peu dans le milieu de la mode, bah, ils étaient à Toulouse. Et j'avais fait quand même 2 stages pendant ma scolarité. J'avais fait 2 stages à Paris, mais déjà les stages, ça a été déjà la croix et la bannière pour pouvoir les obtenir, parce que justement j'étais en concurrence avec des étudiantes de Paris. Et souvent en entretien, on me disait bah entre ton CV et le tien, si c'est équivalent, on prend la parisienne, parce que ils seront pas en retard le matin parce qu'ils savent prendre le métro. C'était l'argument qu'on me donnait. Ouais, sympa. Voilà, surtout que c'est pas si compliqué que ça. Surtout quand on est jeune et qu'on a envie, bon, on arrive toujours à se débrouiller. Mais j'ai quand même réussi, j'ai fait 2 stages, une chez une marque de robes de mariée et une autre chez une créatrice, Olivia Claire, qui a une marque de sac à main qui existe toujours, très, très haut de gamme. Mais quand là, même. les stages, ça consistait en quoi? Bah là, c'était des stages de 2 mois, donc ça permet. Après, ça dépend en fait où tu les fais aussi. À Toulouse, j'en avais fait un dans une marque alors qui n'existe plus aujourd'hui, où là, je travaillais avec les stylistes. J'ai fait beaucoup un peu d'infographie, des dessins techniques sur l'ordinateur. Après, je faisais aussi de l'entrepôt. Je faisais des colis. J'ai eu la chance de tomber sur le shooting photo, donc j'ai assisté au shooting photo. Donc j'avais vu un petit peu toutes les facettes d'une entreprise. Dans la mode. Et après, quand mes stages à Paris, là, j'étais plus les robes de mariée. Bon, ça a été plus quand je faisais les colis dans dans les ateliers, voilà. Les robes de mariée arrivaient des ateliers et il fallait après les redispatcher dans les boutiques, les différentes boutiques. Donc en gros, je passais beaucoup de temps. Après, j'ai passé aussi un peu du temps avec l'atelier à faire de la couture, faire de la coupe. Et sinon, après, chez Olivia, bah, là, j'étais toute seule avec elle, parce qu'elle était jeune créatrice, elle travaillait toute seule, elle avait un atelier aussi partenaire. Et donc, je l'aidais à faire les prototypes. Donc là, c'était purement de la couture, et c'est elle qui m'a appris, du coup, à coudre sur le cuir, parce que je connaissais pas le cuir, et c'était une machine un peu spéciale. Et ça, j'ai adoré, parce que le travail du cuir aussi, il y avait justement cette exigence de qualité que j'ai toujours appréciée, j'ai toujours été très perfectionniste. Dans le travail de la couture, parce qu'en fait j'adore, mon kiff c'est vraiment de rechercher la couture parfaite, qu'elle soit le plus droite possible. Bien sûr au début quand j'ai commencé j'y arrivais pas forcément, hein. C'est énormément de travail et c'est à force de faire, c'est à force de coudre, c'est ce que je dis, je donne aussi des cours de couture, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est plus vous allez faire il faut pratiquer voilà, il faut pratiquer, à un moment donné il y a pas de secret. Tous les métiers manuels c'est ça en fait, on peut pas toujours réussir du premier coup. Et le travail du cuir, ça m'a appris aussi cette précision, parce que le cuir, on n'a pas le droit à l'erreur. Si la machine, elle a piqué, après, bah, en fait, si on dépique, il faut réussir si on veut recommencer. J'ai déjà fait, parce que parfois, ça m'est arrivé de faire des erreurs et j'étais en mode, faut pas que ça se voit. Je voulais pas le dire parce que j'étais très timide à cette époque-là, donc j'étais en mode, quand je faisais des erreurs, j'essayais de trouver une solution pour les cacher, mais au final ça m'a beaucoup aidé, parce que tu vois le cuir, après j'ai appris à remettre exactement l'aiguille au même endroit pour que ça repasse dans les trous, alors que normalement on le fait pas en cuir, c'est one shot et si t'as loupé, tu recommences, tu reprends un autre morceau de cuir. Mais moi parfois je faisais des erreurs, je voulais pas que ça se voit, donc du coup j'étais quand même obligée de recommencer sur le même morceau, parce que j'allais pas dire ah non, du coup j'ai pris un autre morceau de cuir, parce que bah le cuir ça coûte cher et là c'était une jeune créatrice, donc fallait pas non plus gâcher. Donc je repiquais, mais du coup je mettais énormément de temps, parce que parfois je le faisais manuellement, je le faisais même pas avec la pédale pour être sûre que ça retombe pile poil dans les points précédents. Mais finalement je pense que ça m'a appris aussi à travailler cette précision. Et ensuite, bah ouais, quand je suis arrivée sur Paris, du coup après mon école, bah je savais pas trop par où commencer, comment trouver du boulot. Il y a aussi ça, quand on est jeune, en fait on sait pas par où commencer. À cette époque-là, c'était un peu les débuts enfin c'était principalement, on trouvait des emplois dans la mode sur Fashion Job, sur le site. Il y avait que là qu'on trouvait les emplois, toutes les annonces. Donc je répondais à toutes les annonces que je voyais. Puis j'imagine que c'était déjà comme aujourd'hui, où il y avait peut-être pas mal de concurrence. Bah oui, enfin je pense que le milieu, ouais, enfin puis du coup tous les étudiants, tout le monde postule sur ces annonces-là en fait. Et comme c'est la seule porte d'entrée, quand on connaît pas d'autres personnes ou qu'on n'a pas de relation. Donc je sais même pas combien ils reçoivent de candidatures, mais je pense que c'est assez énorme. Et en vrai, j'avais jamais de réponse.
Mais genre, jamais, jamais, jamais. Peut-être juste quand je suis sortie d'école, j'ai peut-être fait en un mois, peut-être 110 candidatures, j'ai eu 0 réponse, quoi. Sur des postes plutôt liés à tout ce qui était style. Ouais, je postulais principalement poste d'assistante styliste, mais souvent, voilà, ils demandaient quand même enfin, comme toujours en France, on demande toujours une expérience de 2-3 ans minimum. Et voilà, quand tu sors d'école, c'est toujours compliqué parce que t'as pas beaucoup d'expérience. Et surtout, ouais, justement, j'avais pas ce retour de qu'est-ce qui pêche. Et puis, alors, quand on postule pour des postes de styliste, on doit envoyer un book. Et donc, c'est vrai que le book, bah, on n'a pas toujours un book hyper fourni. Enfin, moi, c'était mes projets d'école. Mais les projets d'école, ça reste très scolaire. Ça correspond pas toujours à la marque. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué dans le style. C'est que parfois, bah, il y a des marques qui sont complètement à l'opposé des projets qu'on a fait en termes de style. Donc, tu te dis déjà que c'est mort. Ils vont pas t'appeler toi. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi, je pense dans ces métiers-là. Et donc, j'ai quand même eu l'opportunité de pouvoir venir vivre à Paris grâce à un ami qui avait une place dans une coloc qui se libérait. Donc, j'en ai profité parce que je me suis dit, il faut vraiment que je sois sur place. Parce qu'au début, quand je postulais, j'étais rentrée l'été, bien sûr, chez mes parents en Bretagne. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'étais en mode... là, au début, j'y étais que pour un mois ou deux, parce que j'avais aussi participé à un concours de jeunes créateurs à ce moment-là. Et quand j'ai fait du coup ce concours, donc, qui était très sympa, mais qui n'avait pas de portée, qui n'était pas très connu, c'était une personne qui avait lancé ça toute seule. L'expérience était super cool, mais ça m'a pas apporté grand chose derrière. Mais je me suis dit, maintenant que je suis à Paris, je ne repars pas, quoi qu'il arrive. J'ai emménagé à Paris. Je vais trouver un job à Paris. Ouais, par la porte ou par la fenêtre, j'y reste. Et donc au début, bah, pour être sûre de pouvoir payer mon loyer, bah, j'ai postulé à des postes de vendeuse, tout simplement, prêt-à-porter. C'est ce qui se rapprochait le plus de mon milieu et qui était assez facile à obtenir. Et après, bah, sauf que je suis un peu restée bloquée. Pendant un an, j'ai travaillé à Printemps Italie 2. Si je bouge pas, s'il y a rien, je continue à postuler un peu voilà, sur les sites, mais ça donnait jamais rien. Et je me suis dit, si moi-même je bouge pas, je provoque pas un truc, dans 10 ans, je suis encore là. Je vais me réveiller, je serai encore vendeuse. Pardon, ce qui est très bien. Mais moi, c'était pas mon objectif. C'est parce que. Et puis c'est vrai que tu peux avoir cette problématique où effectivement tu prends un job, du coup tu as peut-être moins de temps pour postuler, moins de temps pour les entretiens, et tu peux vite te mettre dans une spirale. Et puis petit à petit, j'avais cette impression de m'éloigner du milieu. Et parce qu'en fait, je me sentais de moins en moins légitime à postuler à ces postes-là parce que bah, dans mes expériences, du coup, entre la fin de l'école et où je postulais, bah, le temps était long. Donc il y a toujours après cette question de vous avez fait quoi pendant le temps et pourquoi vous n'avez pas trouvé de boulot. En fait, plus tu avances dans le temps et plus c'est négatif pour toi et moins tu es légitime. Donc c'est ça qui a été dur. Et à ce moment-là, en fait, j'avais l'idée, du coup, je me suis dit, bah, en fait, quitte à pas être assistante styliste et pas trouver de boulot dans le stylisme, pourquoi pas retourner couturière. Au final, je me suis dit, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de coudre. C'est vrai que j'avais toujours au début cette voix, enfin, comme je te disais, quand j'étais jeune, de ma grand-mère qui me disait de viser les boulots de styliste et tout. Donc, du coup, j'avais un peu une image négative en tout cas, du job salarié de couturière, parce que ce côté de on n'est pas payé, un peu. Est-ce que vraiment ça existe en fait aussi en France, parce que bah, tout est délocalisé, donc je savais pas trop, je connaissais pas grand chose. Et puis à part un peu les visions des petites mains chez Chanel ou les choses comme ça, où tu te dis bah peut-être qu'il faut vraiment faire un parcours exceptionnel dans des écoles de mode spécialisées pour aller là-dedans. Donc je me disais peut-être que c'est trop tard pour rentrer, parce que souvent on voit des jeunes qui sont en alternance, qui apprennent sur le tas, et du coup pour moi ça me paraissait pas possible du coup à ce moment-là de rentrer. Et donc j'ai commencé un peu à me renseigner, j'ai aussi un peu fait habilleuse sur les défilés. Donc là j'ai commencé justement à re-rentrer un petit peu dans le milieu, c'est-à-dire à côtoyer des personnes qui travaillaient dans le milieu. Et c'est là où on m'a dit, mais tu sais que genre des couturières dans les maisons de couture, ils en cherchent plein. Parce qu'en fait, justement, toute ma génération voulait tous être stylistes. Donc il n'y a plus personne qui veut être couturière. Donc en fait, les maisons de couture, elles sont en pénurie totale. Donc tu peux y aller, quoi. Et juste du coup sur habilleuse, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste sur les défilés? Bah, habilleuse, clairement, c'est habiller les mannequins. Donc en fait, il y a quelques 10 minutes avant le show. Il y a des tenues qui ont été décidées, enfin des looks qui ont été décidés. Ouais, souvent c'est déjà placé. En fait, souvent c'est des grandes salles. Après, ça dépend de la taille, mais t'as tous les portants qui sont alignés. Chaque modèle, en général, t'as une photo avec la photo de la mannequin.
de elle habillée dans la tenue qui a été prise pendant le casting, et ensuite les tenues sous housse. Et en fait, toi, tu dois rester à côté du portant, attendre que la mannequin elle arrive. En général, juste avant, elle a été se faire maquiller et tout ça. Et une fois que la mannequin arrive, on va te donner un go du genre, maintenant vous habillez les mannequins et t'aides les mannequins à s'habiller, parce qu'en fait parfois, en fait, comme elles sont déjà maquillées, après ça dépend des défilés, mais elles sont ultra maquillées. Parfois elles ont des accessoires ou des choses, voilà, qui peuvent parfois être compliquées pour elles s'habiller toutes seules. Puis surtout, il faut pas abîmer le vêtement. Il faut qu'il reste le plus lisse possible, donc c'est plus facile qu'elles aient de l'aide pour pas froisser. Puis parfois il y a des vêtements où c'est des broderies, où il faut faire super attention et tout ça, et du coup parfois c'est compliqué, parfois il y a plein de choses à fermer derrière, des corsets, des choses comme ça, où elles ne peuvent pas s'habiller toutes seules. Ou même, il me semble que même des fois, ils sont pas tout à fait terminés, et que du coup, ça tient un peu pour la présentation. Pour le coup, dans les grandes marques, non, quand même. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un reportage à l'époque, je crois, qui avait été fait par Loïc Prigent sur Chanel, où tu vois vraiment qu'à la dernière minute, ils mettent une épingle pour justement que ça tienne et qu'il y ait le tombeau qui volait. Ça peut arriver exceptionnellement soit parce qu'il y a eu un petit changement de dernière minute. Alors chez Chanel, c'est pas trop le cas parce que eux, tout est au cordeau, tout est prêt à 20h la veille, il y a pas de nuit blanche, il y a rien, c'est calé, c'est les plus organisés. Par contre, dans les autres maisons, on a plus l'image, là, tu passes des nuits et tout est fini. Le défilé est à 11h, les tenues, elles sont finies à 8h, quoi. Et encore, il y en a certaines qui arrivent au dernier moment par les couturières. Ça arrive. Et pour le coup, peut-être, parfois, il y a des petites choses. Mais en général, c'est quand même plutôt bien fini. Ça peut arriver qu'un truc lâche, ça arrive toujours. Ouais. C'est toujours possible, mais ça peut arriver sur des vêtements parfois qui sont très lourds. Les broderies très très lourdes, en fait, il y a besoin souvent, il y a des corsets à l'intérieur qui sont intégrés. Et là, on met plein de lanières avec plein de crochets pour vraiment tenir, que ça tienne au corps et pour pouvoir ne serait-ce que zipper, que ce soit bien tenu. Souvent, les mannequins sont très serrés dedans parce que parfois, quand c'est très lourd, en fait, sinon ça tombe, en fait. Donc ça dépend. Forcément besoin d'aide pour ça. Ouais, il y a certains, quand t'as plein de lanières avec des crochets derrière, c'est impossible, tu peux pas les mettre tout seul. Ouais, bien sûr. Et donc, grâce à ça, t'as repris le chemin de la couture. En fait, parce que chez les habilleuses, souvent, c'est des personnes qui travaillent au milieu, soit c'est des couturières, soit c'est des étudiantes dans la mode, soit c'est des personnes qui ont travaillé par le passé dans le milieu et qui de temps en temps aiment bien revenir, comme moi je le fais parfois de temps en temps. Ça m'arrive de retourner habilleuse. Ouais, parce que j'aime bien l'ambiance des défilés, donc ça m'arrive. Si je vois que parce que du coup je suis toujours dans les mail lists quand ils recherchent, et du coup ça m'arrive. Si je me dis tiens, cette semaine-là pendant la Fashion Week je suis dispo. Ouais, c'est ça, c'est toujours sympa. Ça me rappelle des souvenirs. Et donc c'est là que j'avais rencontré une couturière qui travaillait notamment, qui faisait régulièrement des missions chez Chanel et qui me dit mais si, il cherche plein de couturières. Et là et elle me dit ah ouais, c'est cool et tout. Enfin, et je me suis dit plutôt que de rester vendeuse, autant être couturière, quoi, parce que là je serais vraiment dans mon milieu et je ferais vraiment ce que j'aime. Donc là j'ai commencé à me dire je vais faire ça, et j'ai dû repasser parce qu'en fait moi j'ai fait mon école de mode, mais j'avais pas de CAP couture. Et en fait, c'est quand même primordial pour pouvoir rentrer dans les maisons. Enfin, les agences d'intérim, elles te le demandent. C'est un diplôme obligatoire. Donc en fait, je l'ai repassé en candidat libre. Okay. Et ça m'a permis de refaire quelques stages aussi. Et du coup, au bout d'un an, après mon CAP, je l'ai obtenu et j'ai commencé à postuler. Je me suis inscrite dans les agences d'intérim parce que du coup, cette personne-là m'avait expliqué comment ça se passait. Et en fait, c'est par les agences d'intérim que tu rentres en tant que couturière dans les maisons. Et c'est là où après tu as fait quand même pas mal de maisons. Ouais, au bout de, je sais pas, j'avais dû postuler, comme j'avais eu mon diplôme t'as les résultats début juillet, donc comme tous les examens de mon CAP, donc j'ai commencé à postuler dans les agences d'intérim fin août, et mi-septembre j'avais ma première mission. Ma première mission elle était chez Chanel, donc en plus j'avais un peu la pression, j'étais en finition parce que du coup il y a des jobs de finition, souvent tu démarres comme ça. Et donc, pareil, finition, si tu peux un peu expliquer en là, chez Chanel, du coup, je travaillais avec le studio. Donc là, on est à l'époque de Carl. Ouais. Ouais, ok. Ouais, parce que là, c'était 2015. Septembre 2015. Là, je cousais les boutons. En fait, c'était les pièces alors pas les pièces qui sortaient des ateliers directement, mais parfois, il y avait certaines pièces, tout ce qui est t-shirt, un petit peu maille, petit pull, tout ça, c'était dans des ateliers qui étaient fabriqués soit en Italie. Souvent, tout ce qui était maille, t-shirt, jeanerie, c'était des fournisseurs italiens qui leur faisaient, il me semble.
Et en fait, on changeait les boutons. Parce que du coup, pendant le voyage, ils mettent pas les vrais boutons finaux. Déjà parce que c'est des boutons c'est des bijoux, les boutons. Donc je pense qu'il y a aussi une question de sécurité. Bien sûr. Transport, du coup, ils mettent des boutons en attendant, des boutons voilà, qui valent pas grand-chose. Et ensuite, on les mettait, ou parfois même les boutons, on les choisissait aussi au dernier moment, pendant les fittings, où Caroline décidait qu'est-ce que c'était. Donc parfois, il y avait des petits changements comme ça. Et puis on mettait aussi parfois les étiquettes aussi qui changeaient, ou voilà, des petits haut-bancs, parfois ça arrivait, des petites choses au dernier moment, quoi. Tout ce que les ateliers travaillaient sur les grosses pièces, sur tout ce qui était en tweed, enfin voilà, on va dire quand même 90% de la collection. Et après, nous, oui, il y a ça ces nous petits arrivait. ajustements à faire suivant les. Ouais, voilà, Oui, comme tu parfois disais, le ça. fitting ou des C'est choses comme ça. ça, quoi. Et donc là, j'avais vraiment aimé cette expérience parce que pour le coup, j'étais vraiment à côté du studio. Donc j'étais genre, il y avait le couloir, il y avait la salle du fitting où il y avait Karl Lagerfeld qui faisait tout, et moi j'étais la pièce en face. Donc c'est là que j'ai pu le croiser dans les couloirs. Et bon, je lui dis bonjour. Après, je sais pas s'il m'a vu. Voilà, et forcément, il est toujours accompagné de 2-3 personnes. Mais là, c'était cool, surtout que c'est ma première mission. Donc là, j'avais vraiment l'impression de waouh, j'ai réussi à rentrer. Enfin, en plus, dans le Graal, quoi. Parce que c'est vrai que bon, pour ceux qui sont moins concernés par la mode, c'est vrai que Chanel, c'est quand même le Graal, parce qu'en termes de mode et de vêtements, il n'y a pas grand-chose au-dessus, quoi. Donc, Ouais. En c'est vrai que plus, l'ambiance était super sympa. Enfin, tout le monde était super sympa pour cette mission. Donc, c'était super cool. Et donc après, tu as eu donc différentes expériences. Ouais, après j'ai enchaîné. J'ai dû travailler pendant 2 ans peut-être en finition. Ok. Je faisais que de la finition. J'ai travaillé beaucoup chez Lanvin. J'ai dû faire 4 ou 5 saisons chez Lanvin. Ils me reprenaient à chaque fois. Et ensuite, après, il y a ça, il y a le level, on est en finition, et après l'autre étape, c'est être mécanicienne modèle, qu'on appelle. Donc mécanicienne modèle, c'est couturière derrière la machine. Ça, c'est tout ce qui est prêt à porter. Après, parce qu'il y a il y a prêt à porter où là, les vêtements sont fabriqués à la machine à coudre principalement, et la haute couture où là, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites à la main. Même si bien sûr, les vêtements sont fabriqués avec des machines à coudre. Parce qu'il y a beaucoup de choses des personnes qui disent c'est fait à la main, c'est fait à la main. Pour moi, ça veut pas dire grand chose parce qu'à un moment donné, on passe tous avec la machine à coudre. Forcément, il y a des choses. Voilà, il y a des choses. Bon. Et donc là, mon objectif, c'est de mécanicienne modèle, sauf que là, on te demande de savoir faire un vêtement de A à Z, parce qu'on te donne vraiment les morceaux coupés, et tu dois tout faire toi-même, quoi. Personne ne vient t'aider de le faire, tu dois sortir la pièce finale, quoi. Et cette étape-là aussi, elle est dure à passer, parce que on te demande de l'expérience, mais quand on n'a jamais eu, c'est dur à ce moment-là, c'est compliqué pour avoir ta chance. Et du coup, mon agence d'intérim, comme c'est eux qui gèrent aussi un peu, entre guillemets, nos carrières, c'est un peu comme des agents, en fait. Et donc, eux, leur objectif, c'est pareil, c'est que tu deviennes mécanicienne modèle, parce qu'il leur manque aussi, donc tu dois y passer. Et à ce moment-là, ils m'ont, en fait, payé une formation supplémentaire. C'était à la ICP, donc c'est une école principalement de modélisme, et qui font aussi des petites formations de couture, mais vraiment perfectionnement. En fait, c'est du coup ce diplôme-là, entre guillemets, dans le milieu de la couture, il prouve aussi que vraiment tu sais monter un vêtement A à Z. Là, on reprend aussi toutes les étapes, et on t'apprend vraiment aussi à te débrouiller tout seul, en fait, de A à Z, quoi. Donc là, le CAP est pas suffisant. Il faut que tu aies. Après, je pense que ça dépend des expériences que tu as, parce que parfois, comme il manque de personnes, ça peut arriver qu'une maison te prenne, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça va dépendre. Ça dépend un peu, c'est aussi une question de chance, d'opportunité, tu vois. Il n'y a pas de règle absolue. Et parfois aussi, tu peux te retrouver à être en finition dans une maison, et si ça se passe super bien, que le chef d'atelier voit que tu travailles bien, il peut te donner un petit peu plus, et après te faire fabriquer une pièce en entier. Ça peut aussi être comme ça, quoi. Et donc j'ai fait cette formation-là pendant 2 mois, et après, du coup, j'ai pu avoir des missions de mécanicienne modèle. Et là, pareil, t'es retourné chez Chanel. J'ai travaillé un petit peu dans l'atelier prêt-à-porter chez Chanel. J'ai fait 2 saisons. Ok. Et après, j'ai beaucoup travaillé. Ma dernière année, j'ai travaillé chez Balmain. Ça a été aussi une de mes expériences préférées. J'ai adoré l'ambiance. J'aimais beaucoup. Et puis Olivier faisait partie de mes créateurs préférés.
mon directeur artistique préféré. Donc, du coup, c'était trop bien parce que là, moi, ces pièces, je rêvais, donc pouvoir en fabriquer, c'était trop bien. Et donc ça, c'était tes expériences préférées et celle tu penses qui t'aide le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui t'a permis? Qui m'aide le plus. Ouais, enfin, qui t'a permis ouais, qui t'aide le plus au quotidien dans ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je pense que ce qui m'a aidé le plus, bah, c'est l'expérience que j'ai acquis en couture. C'est que vraiment, je suis passée au début où je commençais, je me débrouillais bien en couture. J'étais bonne couturière et en fait, cette expérience-là dans les maisons m'ont amenée à être très très bonne couturière. Mais c'est plus mes collègues qui étaient avec moi qui m'ont vraiment donné cette expérience-là. Parce qu'en fait, l'avantage aussi moi c'est ça aussi que j'ai adoré, l'avantage d'être en intérim et du coup tu passes de maison en maison. Donc j'en ai fait plusieurs en 4 ans et demi. Je sais pas, j'ai fait une dizaine de maisons. Alors après plus ou moins longues, parfois je restais qu'une semaine, parfois je restais plusieurs mois. L'avantage c'est que du coup tu rencontres des personnes différentes. Chez les couturières, parce que t'as toujours une petite équipe en général, on est entre 10 et 20 couturiers. Et parfois, enfin, il y a des couturiers qui sont là, ils sont là depuis 30, 40 ans. En fait, il y avait aussi des couturiers qui étaient, bon, c'est pas péjoratif, mais très âgés, qui avaient une grande expérience. Enfin, j'ai même rencontré des hommes, des tailleurs qui avaient 70 ans et qui étaient encore là à travailler. Enfin, ils ont une expérience de dingue. Et donc, quand t'es enfin, et après, j'ai toujours fait beaucoup plus jeune que mon âge. Donc à ce moment-là, genre on pensait toujours que j'étais la stagiaire de service. Enfin, le nombre de fois j'avais 25 ans, mais on pensait que j'en avais 17 quoi. Donc tout le monde pensait que j'étais là juste pour un petit stage d'observation. Que j'étais pas comme on était en intérim, parfois on se connaît pas. Tu débarques le jour. Il y a tellement de monde dans l'atelier que le mec qui me disait ah bah t'es la nouvelle stagiaire. Non, je suis embauchée en intérim en mécanicienne modèle. Mais j'avais cet avantage que du coup, toutes les personnes qui étaient un peu âgées, elles me prenaient un peu sous leur aile. Et dès que j'étais un peu en galère ou qu'il y avait une difficulté, bah c'est pareil. Comme t'es censé te débrouiller tout seul, tu vas pas forcément aller chercher le chef d'atelier en lui disant j'arrive pas à faire ça. Donc du coup, bah moi je me tournais un peu justement sur ces personnes-là qui étaient beaucoup plus âgées, qui avaient de l'expérience, qui étaient calmes, qui justement ils avaient cette zénitude parce que là ils avaient tellement des années qu'ils faisaient ça que pour eux c'était la routine quoi. Et alors que moi j'étais tout le temps en stress. Et donc le nombre de fois où je suis allée les voir et du coup ils me disaient mais si tu fais comme ça et ils m'ont donné des tips, enfin des trucs que j'avais jamais appris à l'école et ça c'était hyper précieux. Enfin j'ai appris des choses chez Balmain aussi. Mes collègues ils m'ont beaucoup aidé. Si jamais ils écoutent ça un jour, du coup c'est les derniers collègues que j'ai eus et j'ai adoré travailler avec eux. Ils m'ont donné des connaissances énormes et du coup confiance quoi. Parce que c'est ça, j'avais pas j'ai toujours eu très peu confiance en moi et même en couture et en fait ils m'ont permis d'avoir aussi cette confiance, de me dire aussi que j'arrivais à pouvoir me débrouiller et de me sortir un peu de toutes les situations. Dans la couture on n'a jamais fini d'apprendre, il y a toujours des trucs nouveaux, surtout quand on travaille dans les maisons comme ça où parfois le directeur artistique il va sortir une pièce qui est complètement délurée, une forme qui n'a jamais été vue. Donc il faut trouver une solution technique, il faut trouver la manière de le faire et parfois en fait on te la dit pas à l'avance puisque personne ne sait comment il va être monté à l'avance. C'est à toi aussi de trouver. Ouais. Ça crée des challenges. C'est ça, c'est à toi aussi. Et ça j'aimais bien aussi chez Balmain, il y avait vraiment ce travail, cette relation entre la couturière ou le couturier avec la modéliste. En fait on réfléchissait ensemble, ok, c'est quoi la meilleure façon de le monter, comment on va faire pour que visuellement ça rende ça. Et ça c'était hyper intéressant, parce qu'il y avait vraiment ce côté créatif parce que c'est le montage qui va faire que la pièce elle va vraiment rendre bien au final. Et donc, suite à ça, tu as créé ta marque, donc Inadea. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu la philosophie derrière Inadea? Moi, déjà, j'avais envie de forcément créer mes pièces avec mon style. Depuis l'école, forcément, j'avais mon propre style. Et surtout, j'avais envie de prouver aussi que c'était possible d'amener beaucoup de bienveillance et de respect aussi vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des travailleurs, parce que après quand on est dans l'industrie de la mode, c'est vrai qu'on en avait pour parlé les grandes marques, quand on avait pris un café, que oui, parfois ça peut être un monde un peu dur. Ouais, voilà, c'est ça. Là j'ai parlé, c'est vrai que des bons côtés et tout, passionnant, mais c'est vrai que c'est un milieu aussi quand même très dur où c'est pas toujours très bienveillant.
un peu à tous les étages, et puis après il y a toute l'industrie qu'on connaît, la délocalisation, tout ce qui se passe en Asie, en fait, qu'on sait pas trop comment ça se passe. En fait, il y a vraiment un secret, même pour les gens du milieu, en fait. C'est ça qui est... Moi, quand j'étais étudiante, quand je suis sortie, en fait, on nous apprend, on nous montre comment c'est fait dans les ateliers, on nous montre comment ça se passe les défilés, on nous montre comment ça se passe dans un bureau de style, tout ça, mais personne n'a connaissance de comment ça se passe en Asie, dans la fabrication et la production. C'est très très secret. Il y a vraiment comme s'il y avait un clivage. Et donc moi, quand j'étais étudiante, c'est vraiment... Moi, j'ai découvert les coulisses, voilà, des choses que forcément des scandales, le Rana Plaza et tout. J'ai découvert à la télé comme tout le monde, dans les reportages. Et ça, pour le coup, c'est des choses que personne ne parle dans le milieu, quoi. Et donc c'est un peu ça le revers de la médaille que j'ai appris par la suite, et que du coup là je me suis dit ouais, en fait moi j'ai pas envie de créer une marque au détriment de ça, en sachant que si j'envoie ma fabrication dans une usine en Asie, en plus en commençant un peu toute seule, jeune marque, j'aurais aucun moyen d'aller vérifier, d'aller faire des audits, parce que c'est ça, en fait, plus les marques elles sont grosses, plus elles peuvent aller faire d'audits, d'envoyer des gens qui sont sur place tout le temps, donc ils peuvent savoir ce qui se passe. Toi, en tant que jeune créateur, t'es obligé de passer par des intermédiaires, et au final tu sauras pas ce qui se passe. Donc moi voilà, c'est ça. Moi j'avais besoin d'avoir un regard, donc tout de suite du coup la fabrication française est devenue assez évident, parce que je me suis dit au moins c'est en France, je peux débarquer à l'atelier limite quand je veux, un peu par surprise, et je peux vérifier si tout se passe bien, et voilà, si c'est une vraie entreprise qui travaille normalement dans les bonnes conditions, quoi. Bien sûr. Et donc là, c'est ça aussi que je trouve intéressant sur Yanadea, c'est que tout est fait en France. Ouais. Ça, t'en as parlé aussi dans d'autres podcasts, mais effectivement, et on en a parlé aussi, mais il faut aussi l'avoir en tête que c'est pas facile de trouver des ateliers. Parce que voilà, tu peux avoir des minimums de production. Effectivement, on en parlait juste avant. Certains ne veulent plus forcément travailler avec de nouveaux créateurs. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont lancés qui étaient peut-être moins professionnels que toi. Alors c'est ça, moi c'est ça qui m'a aidé. En fait, c'est que malheureusement, ce que je comprends, parfois les ateliers, ils reçoivent entre guillemets des personnes qui disent je lance ma marque, qui arrivent avec 2-3 croquis pas vraiment finis, ou qui savent pas, parce que il y a plein de gens qui se lancent et qui ne connaissent pas le milieu de la mode avant de se lancer. Après, c'est tout à fait possible, et il n'y a pas de, il y a aucune barrière à ça. Mais c'est vrai que les ateliers, en fait, ça leur fait parfois perdre du temps, et donc perdre de l'argent, parce que ils sont obligés parfois d'investir beaucoup pour dire ok, aller les redessiner, redemander à des modélistes de travailler pour qu'ils refassent des prototypes, et qu'après la personne leur dise ok, c'est vraiment ça que je veux. Il y a beaucoup du coup de passe-passe, justement, c'est ce moment-là. Et parfois, ce qui est souvent dans le milieu, souvent les gens qui commencent, parfois ils ont plein d'idées, ils ont plein d'ambitions, puis en fait au final au bout de 6 mois ils sont en mode ah bah non c'est trop dur, j'arrête. Enfin, ça c'est, tout le monde le sait, ça arrive dans tous les milieux. Et donc parfois à l'atelier ils ont investi du temps et de l'argent à leur montrer des protos, pour qu'au final la personne dise ah bah non finalement j'arrête, ou je vais voir ailleurs, ou ça. Et ça malheureusement c'est parfois certains ateliers ils ont beaucoup perdu de temps et d'argent sur ça. Et donc maintenant, ils sont un peu plus exigeants, ou ils essayent de faire un peu plus attention pour essayer d'identifier les projets qui vont fonctionner, avec qui vont pouvoir travailler dans le temps. Parce qu'en fait, eux, c'est ça leur objectif. C'est qu'ils, s'ils acceptent des jeunes créateurs, ils savent que forcément, les débits de production au début vont pas être énormes, nombre de pièces, sauf si c'est quelqu'un qui arrive et qui est déjà très connu, qui est connu d'un autre milieu, et qui, je sais pas moi, une influenceuse ou une star qui lance maintenant. Bon, là, là, ça peut être un peu différent, parce qu'ils savent que commercialement, ça va fonctionner et qu'il va y avoir du volume derrière. Mais quelqu'un qui est pas connu et qui démarre, ils savent très bien que les volumes, forcément, au début, ils vont être petits. Et quand c'est petit, pour eux, c'est pas rentable. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a des minimums de commandes, minimum de pièces. Moi, mon atelier, c'était 10 à la taille, le minimum. Et ensuite, après, eux, ils veulent idéalement que tu augmentes, quoi. C'est leur objectif. Donc moi, l'avantage que j'ai eu, et pourquoi ils m'ont accepté assez facilement, donc je les avais rencontrés, je les avais trouvés grâce au salon Made in France. Alors pas le salon Made in France que tout le monde connaît en novembre à Porte de Versailles, mais le petit salon Made in France qui est au carreau du Temple à Paris, et qui est là en fait où il y a beaucoup de fournisseurs et de fabricants français. Donc c'est pour les professionnels, hein. C'est pas pour le public. Et là, du coup, il y a beaucoup d'ateliers français. Moi, c'est là que j'étais allée assez naturellement, et j'avais trouvé plusieurs, je sais pas, j'avais dû faire une liste à peu près d'une dizaine. J'avais demandé un peu c'est quoi leur prix, genre
peu près pour fabriquer un t-shirt basique, pour avoir une idée aussi de leur prix. Alors parfois ils te le disent pas toujours, mais j'essayais un peu de gratter des informations comme ça, de me faire un peu une petite liste. Je suis ressortie du salon, j'en avais 10. Après, je me suis fait un petit tableau Excel, j'ai un peu comparé en me disant ok, lesquels potentiellement j'ai eu plus de feeling où je sens que ça va mieux passer. J'ai refait une sélection de 5. J'ai appelé les 5. Bon là déjà il y en a qui m'ont rembarré direct. Et j'en ai eu 2 qui m'ont dit bah oui si vous voulez. Et puis moi j'ai été vraiment en mode proactif, en mode bah moi je viens chez vous quoi. Enfin si vous me dites que c'est bon, on se cale un rendez-vous et je viens dans votre atelier. Parce que mon objectif c'était aussi de voir comment elle était l'usine. Et aussi j'avais identifié, alors ça peut paraître un peu étonnant, mais j'avais identifié que des ateliers qui étaient hors Paris. Parce que quand j'étais en stage, j'avais aussi j'avais vu qu'il y avait certaines marques qui travaillent, enfin qui fabriquaient à Paris, mais en fait à Paris malheureusement il y a beaucoup d'ateliers clandestins. Donc Ouais, donc tu voulais pas en fait ça m'a marqué, ça m'est arrivé une fois en stage, j'arrivais dans un atelier et je devais récupérer des pièces, des protos, je frappe à la porte et là du coup il y a la responsable qui passe juste un œil à la porte et qui me dit c'est qui vérifie bien que j'étais pas de la police. Et après, une fois qu'elle voit que ok, c'est bon, genre je suis une petite stagiaire, bon ok, tu peux rentrer. Et là, ça m'avait choquée, j'étais en mode ok, ça veut dire que il y a peut-être des trucs pas très nets qui se passent. Et après aussi, j'ai entendu des témoignages aussi de jeunes créateurs justement qui se sont, et notamment une influenceuse qui avait lancé sa marque, qui avait raconté qu'une fois elle avait eu un rendez-vous dans un atelier à Paris. Et l'entretien s'était super bien passé, le rendez-vous, ils avaient tout bien fait, elle était dans une salle, tout se passait bien et tout. Et elle était quasiment dans sa tête à se dire bah c'est bon, je vais partir avec eux, ils sont clean, ils sont très bien, ils travaillent bien. Elle ressort du rendez-vous et elle fait au bout de 10 minutes et tout, elle se rend compte qu'elle a oublié une veste ou je sais plus, un truc. Donc elle fait demi-tour, elle retourne dans l'atelier, elle refrappe à la porte en disant je suis désolée. Elle a plus du tout même ambiance. Les personnes avaient changé, les décors avaient changé, elle s'est rendu compte qu'en fait il y avait des travailleurs qui étaient revenus, qui étaient remontés dans la pièce. Enfin, du coup là elle se fait ok, en fait, et genre ils avaient pas voulu, enfin ils étaient genre choqués en mode ah, pourquoi tu reviens tout ça, et du coup, elle s'est dit, ok. Et là, tu dis, bah, forcément, il y a un truc pas clair, quoi. Ouais, genre, ouais, donc bon, toi, tu voulais Bon, éviter... t'as pas tu sais pas exactement ce qui se passe, mais forcément, c'est suspect, quoi. Bien sûr. Suspect, Non, ouais, donc, du coup, c'est bon. Toi, tu voulais éviter et ça. du coup, je m'étais dit, bah, connaissant aussi, voilà, j'ai grandi en Bretagne, je connais un peu plus, on va dire, les régions hors Paris, où je sais que là, bah, c'est un peu moins possible, en fait. Après, naïvement, je sais pas, mais parce que déjà, hein, les usines, elles sont dans des zones industrielles, c'est des vraies usines. Enfin, il y a une porte, enfin, tu peux pas, parce que là, c'était plus les ateliers à Paris, bah, c'était cave, hein, on va pas se mentir. Hein, Ouais. T'es dans une impasse, t'as une petite porte, t'es au rez-de-chaussée, puis après l'atelier, ouais. il est au rez-de-chaussée, tu vois, c'est un peu le cliché, quoi. Alors que les usines en France, enfin, elles sont installées depuis des années, depuis 50 ans, elles sont au milieu de la zone industrielle, tout le monde les connaît dans la région, donc à ce côté, tu te dis bon. À un moment donné, ouais. L'entreprise, elle est connue, reconnue. Et surtout, tu avais pris des ateliers qui étaient établis. Oui, c'est ça. Bah, souvent en région, c'est des usines qui existent depuis très longtemps. Donc il y a ça aussi. Moi, mon usine, elle est à Troyes. C'est le bassin de la confection textile française. Il y a encore beaucoup d'usines là-bas. Il y en a 3 ou 4, je crois. Donc ça donne beaucoup plus confiance tout de suite. Tu sais que c'est une vraie entreprise. C'est un qui travaillait, je crois, pour des plutôt grandes maisons. Ouais. Donc ça rassure. Bah, déjà, oui, c'est ça. Tu dis que si les autres font confiance aussi, puis bah même moi, hein, j'ai visité l'usine, je voyais les pièces qui étaient fabriquées. C'est ça aussi. Tu peux vraiment te balader dans toute l'usine. Il n'y a pas de, enfin j'espère pas, il n'y a pas de pièces cachées. Voilà, c'est ça. Et donc toi sur tes collections, quel est ton processus créatif? Comment est-ce que tu commences? Qu'est-ce qui t'inspire? Bah, après, l'inspiration, tu vois, elle vient un peu au quotidien. Tu vois, c'est même quand je suis pas en période où je dois sortir une collection, forcément, dès que je tombe sur quelque chose, ça va être soit des personnes que je croise dans la rue, dans les transports, tu vois, je vois des tenues, ça me plaît. Tout ce que je vois dans les magazines. Bah, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même un gros vivier où tu as énormément d'informations, de visuels, de vidéos, ou sur Pinterest. Toi, c'est une sorte de... un peu... Moi, je le vois un peu, c'est comme... prends un grand bol, tu mets plein de choses, plein d'images,
Et puis à un moment donné, tu vois, tu check, et tu fais un processus un peu dans ta tête, et à un moment donné, ça sort, tu vois. Mais donc, tu vois, il y a des inspirations, des choses que j'ai en tête, parfois depuis longtemps. Par exemple, la collection que je suis en train de créer, que j'ai créée là, qui est sortie. Parlons-en, juste. La nouvelle collection automne-hiver 2024. Par exemple, cette collection, l'ambiance, l'atmosphère, enfin vraiment un peu le... Tu vois, je pars aussi d'un mood board. C'est-à-dire un mood board, enfin sur papier, c'est tu mets plein d'images, tu mets une... Moi, j'aime bien avoir ma gamme de couleurs. Je pars aussi beaucoup des couleurs. C'est souvent ça qui m'inspire en premier. Après, mes tissus, bon, je les ai déjà, je travaille principalement avec des tissus que j'ai l'habitude de travailler, ça va être après des couleurs différentes. Là, je t'ai dit que j'ai 2 tissus dans la collection qui sont issus de stocks dormants, qui viennent d'entrepôts, des tissus qui sont des fins de stock de grandes maisons, qui sont plus utilisés, qui du coup sont revendus à des gens du milieu. Et ces 2 tissus-là aussi, ben, en fait, je les avais achetés, je les ai achetés en tout début d'année, en mois de janvier de cette année. Et j'avais eu un coup de... Enfin, il y en avait un que ça faisait déjà au moins 1 an que quand j'allais à ces ventes-là, j'y vais de temps en temps aussi pour voir ce qu'il y a. Je l'avais déjà vu, je l'avais pas acheté parce que à l'époque j'étais en mode ouais, est-ce que j'en ai besoin ou pas et tout. Et du coup je l'avais déjà en tête, je m'étais dit, et il y avait beaucoup de quantité pour le coup. Et je m'étais dit si je le retrouve, je le prends là, pour le coup. S'il m'était resté en tête, et de fait il était encore là, donc là j'en ai pris. Et là, tu avais déjà fait les dessins, etc. Non, pas du tout. Okay. À ce moment-là, j'avais vraiment juste l'atmosphère, le mood. Je me suis inspirée de New York. Et du coup, pourquoi New York? Pourquoi New York? Qu'est-ce qui... Alors, pour la petite histoire, alors je suis jamais allée à New York. Moi, je suis la reine pour m'inspirer d'endroits où je suis jamais allée, en vrai. Alors New York, je devais y aller en fait au début du confinement 2020. C'est un voyage que j'avais offert pour mon mari pour fêter ses 30 ans. On était censé partir début avril 2020. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, malheureusement, il n'a pas pu fêter ses 30 ans à New York. Parce que lui, voilà, il est un fan de la culture américaine. Lui, il a déjà été à New York et tout seul quand il était étudiant, et il rêvait trop d'y retourner parce qu'il avait adoré la ville. Et moi, je rêvais aussi d'y aller. Bon, un peu comme tout le monde, je pense que tout le monde a un peu le mythe de New York. C'est une ville quand même qui fascine, quoi, qu'on a envie de voir aussi de ses propres yeux. Et malheureusement, j'ai pas pu faire ce voyage-là. Et ça, j'avais pas encore commencé. Enfin, je commençais tout juste mon projet INADEA, mais disons que j'avais pas encore investi d'argent. Donc j'avais de l'argent pour me payer le voyage à New York. Mais après, après le confinement, ça a un peu duré. Puis moi, j'ai lancé INADEA. Et puis petit à petit, après, mes économies sont parties dans le projet INADEA. Donc et puis du coup, on l'a pas reprogrammé. Donc je suis jamais partie encore à New York. Mais sauf que forcément, du coup, je suis un peu restée frustrée de pas avoir pu se faire ce voyage. Et en plus, autour de moi, je voyais beaucoup de gens qui y allaient. Ok, donc tu t'es dit... et notamment, j'ai une de mes modèles qui y allait... j'ai travaillé avec elle en 2022. Je crois qu'elle y est partie fin 2022 ou en 2023. Et elle est photographe aussi, et elle a fait des super belles photos. Enfin, du coup, elle a fait un peu reporter pendant qu'elle y était. Et du coup, je la suivais à ce moment-là. Elle a fait des super belles photos avec vraiment... très très joli mood, très jolie atmosphère, et quand je la suivais, je voyais ces photos, c'est ça qui m'a aussi inspirée, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'est resté. Je me suis inspirée de New York, et aussi j'avais un peu les coloris qui étaient un peu dedans, les couleurs chaudes, la brique, le côté industriel. En termes d'architecture, c'est aussi des choses que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi un peu en tête, j'avais envie de retravailler avec une de mes premières modèles, Mariam, qui a shooté pour ma toute première collection quand j'ai sorti en février 2021. J'avais envie de retravailler avec elle parce que je crois qu'elle correspondait bien justement avec cette image un peu new-yorkaise. Un peu, tu vois, j'avais un peu cette image Alicia Keys sur son piano en haut d'un building. Et donc c'est elle qu'on retrouve sur les shootings. Ouais, retrouver sur les photos, les shootings de la collection. Et tu vois, je trouvais qu'il y avait... Je sais pas, parfois tu peux pas toujours expliquer, mais tu vois, il y a un truc, et je trouvais que Mariam est matchée. Moment, c'est ce que je lui ai dit en rigolant le jour du shooting. Je lui ai dit, tu sais que je savais avant toi que t'allais faire ce shooting, enfin longtemps avant, si tu savais. Genre, ça fait depuis janvier que t'es déjà sur mes moonboards, alors que j'en avais pas parlé, que ça se trouve, je savais même pas s'il était disponible pour le faire. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, du coup, j'avais l'image un peu d'Alicia Keys. Elle a des tresses dans le clip de New York. Et Mariam, quand j'avais shooté avec elle il y a quelques années, elle avait un afro.
Et en général, elle a gardé cette coiffure assez longtemps. Et là, depuis quelques mois, enfin depuis, je sais plus, je crois qu'elle a commencé au mois de février, elle s'est fait des tresses et ça allait totalement avec le mood. Et Parfait. j'ai en mode, ah, mais en plus, c'est genre, j'avais envie de lui demander si elle voulait bien de le faire. Et là, je vois qu'elle le fait. Et du coup, c'est rigolo quand je lui ai demandé quand elle était dispo. Elle m'a demandé, ouais, par contre, en ce moment, j'ai des tresses. Est-ce que je peux les garder? Elle avait envie de les garder. Et moi, j'ai fait, ah ben, ça tombe très très bien parce que moi, j'avais envie de te demander justement si tu allais les avoir et si tu allais les faire. Donc, bon, comme quoi, parfois, les planètes s'alignent. Et les images qu'on a en tête. Ouais, donc ça c'est parfaitement aligné. C'est ça. Et donc là, dans cette nouvelle collection, il y a 10 pièces, c'est ça? Oui. Il y a une dizaine de pièces, donc c'est en précommande, donc on va tout faire pour sortir l'épisode avant la fin, parce que ça se termine le 24 novembre. Alors ça commence du coup le 24 octobre, donc là je pense qu'il sera diffusé un petit peu après, et ça termine le 11 novembre. Le 11 novembre, ça, pardon. Je pense que vous aurez encore un peu de temps pour aller du coup voir les pièces sur Liserie Rouge. Exactement, donc elles seront, toutes les pièces seront là-bas, et donc comme vous le savez, nous on prend aucune commission, donc tout ira à Carole pour soutenir le projet. Et du coup c'est en précommande à peu près à moins 20%. Parce que du coup, en fait, je fais un système de précommande, c'est-à-dire que donc là, si vous commandez, vous n'allez pas avoir les pièces tout de suite. Mais en vrai, vous n'allez pas attendre trop longtemps, c'est à peu près 6 semaines. J'ai prévu d'expédier les commandes début décembre. Okay. Donc c'est ça, vous les aurez pour la toute fin d'année. Mais ça permet aussi de créer un petit peu d'attente aussi. Parce que souvent, quand on achète, on a perdu un petit peu ça. Maintenant, on veut tout de suite. C'est compliqué aussi en tant que jeune marque de répondre à cette demande-là. Les gens, ils veulent tout de suite, tout gratuit, enfin livraison gratuite, retour gratuit, pouvoir commander plein de trucs, renvoyer. Et ça, en tant que jeune marque, c'est compliqué de pouvoir répondre à cette demande. Donc moi, je suis forcément un petit peu à l'inverse. Je fais payer quelques frais de livraison parce que je veux aussi qu'on garde en tête que les frais de livraison sont très très chers et ont beaucoup augmenté. Parfois, quand je parle à des amis, je leur dis combien je paye pour envoyer un colis, ils sont hallucinés. Parce que je paye, moi, aujourd'hui, un colis en moyenne 9 € pour l'envoyer, pour expédier un colis. Et je l'ai fait payer... si vous allez sur mon site, vous allez payer entre 3,20 € et 4,50 €. Donc, moi, je m'étais donné comme pour payer à peu près la moitié. La moitié, ouais. Entre le client et la moitié. Je peux pas faire... Enfin, tu vois, aujourd'hui, on peut pas faire payer sur un site... je peux pas demander 9 € pour un vêtement. C'est vraiment très cher. Comme il y a tout le temps des livraisons gratuites partout, déjà que tu fais payer... Souvent, les gens se disent « Ah, moi, les frais de livraison sont payants. » Donc, si en plus, tu fais payer 9 €... mais... Ça peut être beaucoup, ouais, mais c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de... Ouais, surtout qu'on se dit qu'avec le temps, plus il y a de livraison, plus c'est un système qui se fait, et moins ça va être cher. Et finalement, non. Colissimo, ils augmentent tous les ans. Exactement, non, les coûts ils augmentent. Ouais. Bah, avec il y a notamment avec le coût du pétrole, en fait, on paye des taxes. C'est souvent ça, ces taxes-là, elles sont pas fixes. On paye des petites taxes pétrole quand on reçoit la facture qui sont en plus du prix qu'on avait prévu. Et ça, c'est variable, parce que c'est en fonction du cours du pétrole. Ouais, donc voilà. Donc il y a aussi des moments où ça va être plus cher que d'autres et on peut pas forcément les anticiper. Après, c'est des petits pourcentages, mais c'est pour expliquer un peu aux gens. Souvent, ils comprennent pas pourquoi les livraisons. Et souvent, la plupart des marques qui font livraison gratuite, ils les intègrent dans leur prix de vente, faut le dire aussi. Et moi, je trouve que mes prix sont déjà un peu élevés. Ils sont pas élevés pour le vêtement que c'est, mais parfois pour certaines personnes, pour certains publics, les personnes vont le trouver peut-être trop cher. Mais au moins, pour moi, c'est le vrai prix. Et du coup, la livraison, elle est en plus. C'est-à-dire que, tu vois, si je devais intégrer le prix de la livraison, bah, je devrais rajouter, en moyenne, je devrais rajouter 9 ou 10 € en plus sur le vêtement. Et donc, je trouve pas ça toujours... C'est plus transparent pour le consommateur. C'est ça. Et en plus, c'est plus transparent parce qu'il y a le fait aussi, si tu commandes 2 pièces, bah, tu vois, moi, forcément, ça me réduit mon coût de transport à moi, puisque j'envoie 2 pièces, alors que si après je les vends séparément. Donc, si tu intègres le prix de vente aussi, du coup, tu peux te faire potentiellement aussi une marge là-dessus si tu envoies plusieurs pièces. Donc, je trouve que c'est plus honnête aussi vis-à-vis au final du consommateur, même si le consommateur, il n'a pas cette impression. Ouais. Parce que souvent, pour lui, c'est plus un coût en plus. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que... Après, qu'il y a les deux écoles, quoi. J'ai beaucoup hésité. Après, j'avais aussi peur que si je mettais la livraison gratuite, tout gratuit, il y a ce côté, les gens aussi ont l'habitude, enfin moi-même, je l'ai fait la première sur les gros sites, on a l'habitude parfois quand on hésite entre 2 tailles, on en commande plusieurs, on commande plein de vêtements, on commande plusieurs tailles, et puis après on renvoie quasiment tout, quoi. Ou même parfois on renvoie tout. Et bah ça, tu vois, si ça m'arrivait, pour moi ça ferait partie des choses hyper dures à gérer. Parce que si j'envoie plein de colis, qu'on me les renvoie tout parce que les tailles vont pas, ou après il faut que je change la taille, que je renvoie,
financièrement, c'est hyper compliqué à tenir. Enfin, c'est vrai que même tout le monde le fait, c'est pas possible. Même pour les plus grandes marques, c'est compliqué. Et c'est pour ça j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui est de refaire payer les frais de retour, ou même il y a des sites qui t'empêchent d'ajouter différentes tailles du même produit pour éviter justement que tu commandes le S, M, L. Ouais, après c'est vrai qu'il y a le côté très pratique parce que c'est l'inconvénient d'acheter en ligne, c'est que parfois si tu connais pas la marque, tu sais pas comment elle taille, ça peut être compliqué. Hein. Moi la première, les marques que je connais pas, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir essayer plusieurs tailles. Ça c'est toujours aussi l'inconvénient, c'est que c'est compliqué de trouver la bonne manière de faire. Après, l'avantage, c'est que c'est moi qui crée tous mes modèles, c'est-à-dire que c'est moi qui les dessine, c'est moi qui fais les coupes, les patronages. Vraiment, c'est des modèles originaux, c'est-à-dire que mes patronages, c'est mes patronages. Parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est que y a certaines marques qui font parfois de la marque blanche, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des vêtements, par exemple un t-shirt basique. Il y a des ateliers, ils proposent des t-shirts basiques à des marques, et après, c'est la marque qui met son nom dessus en disant... voilà. Juste pour qu'on se rende compte justement sur la nouvelle collection, en gros, qu'est-ce qui est fait justement par toi et par l'atelier ? Alors là, cette année, pour cette collection, c'est moi qui ai fait tout. C'est moi qui vais aussi fabriquer la production. En certaines limites. C'est dingue quand même, parce que je sais pas si on se rend vraiment compte, mais c'est toi qui vas faire tes propres produits. Si j'explose les commandes, je serai obligée là pour le coup, mais bon, ce sera un mal pour un bien. Voilà, parce que c'est aussi ce que je me souhaite. Je me dis que ce sera un bon problème à gérer. Si j'ai beaucoup plus de commandes que moi, ma capacité avec mes 2 mains à fabriquer. Ça passera par un atelier. Soit je repasse vraiment par un atelier, mais le problème de l'atelier, c'est qu'il y a quand même un coup il y a du lancement à faire. C'est-à-dire préparer les prototypes, il faut qu'ils testent les prototypes. Ça, c'est assez long. Avant, je le faisais sur les autres collections. Le problème, c'est que c'est aussi un coût, et aujourd'hui, ça me demande trop de trésorerie. Donc pour cette collection, j'ai préféré pas le faire. Et non, si j'ai plus de commandes que ce que moi je peux fabriquer toute seule, soit malheureusement je devrais allonger les délais, mais je vais essayer de pas le faire. Soit je pense que je vais engager des couturières freelance en fait. Okay. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je trouve ça. Toujours des solutions. Je trouve ça, exactement. Mais je trouve ça fou que ça soit toi avec tes petites mains. Après, c'est mon gros point fort, je pense, c'est que je suis couturière en fait. Bien sûr, mais c'est très rare quoi, que des marques. Je pense que c'est assez rare parce que c'est assez rare qu'on ait la double casquette. Créatrice et couturière aujourd'hui. Et en fait, c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Le temps passe beaucoup trop vite, mais c'est vrai que c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez Inadea, c'est que malheureusement, on va pas se mentir, dans tout ce qui est Made in France, etc., souvent on en est parlé, en plus la première fois qu'on s'est vu, il y a un problème d'image. Pour moi, c'est des vêtements qui donnent pas forcément envie. Et moi, ce que je trouve chez toi ou même chez Epoch, c'est qu'il y a quand même ce côté mode dans tout le bon sens du mot mode, et que c'est des produits qui donnent envie, il y a une direction artistique qui donne envie. Et je trouve que voilà, ça, c'est le genre de projet que j'aime beaucoup, parce que voilà, ça montre que même avec des petits moyens, et même en étant une petite marque, on peut faire des jolis produits qui donnent envie avec de belles photos. Moi, c'est mon objectif, justement, c'est d'amener le style dans la mode éco-responsable. Moi, j'ai créé une marque éco-responsable, pas juste pour créer une marque éco-responsable. Moi, je le voyais parce qu'avant tout, j'avais envie de créer une marque de mode. Parce que je viens de ce milieu-là, j'ai grandi avec ces rêves-là, avec cette ambition. Et donc, pour moi, c'est le style avant tout. Et c'est cette philosophie que j'aime bien. C'est de dire, il y a le style, et en plus, c'est fait en France, dans du coton bio, qui peut être certifié GOTS, etc. Pour moi, ça, c'est le bonus. C'est le bonus. C'est qu'aujourd'hui, à l'année où j'ai lancé Inadea, où j'ai eu donc début 2020 et l'idée du projet fin 2019, à cette période-là, pour moi, c'est impossible de se dire qu'on lance une marque de mode sans penser à cet aspect-là. Il faut vraiment soit être complètement aveugle, soit avoir été dans une grotte pendant 30 ans pour pas être au courant de comment la mode pollue. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des transports, de l'avion, du transport aérien. Les politiques, ils parlent que de ça, que de ces choses-là, ou de la nourriture, de l'agriculture. On se rend pas compte qu'aujourd'hui, ce qui pollue, l'industrie de la mode, c'est la 2e plus polluante au monde. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup la légende, tout le monde critique, tu prends un voyage, tu pars en voyage et tout. Ok, je vais pas faire un débat là-dessus, mais en fait, ce que vous achetez, les vêtements que vous achetez, je pense que c'est ce qui fait que votre empreinte carbone la pire. Enfin, c'est ça qui fait que vous êtes des pollueurs entre guillemets. C'est un peu choc là comment je le dis,
Mais c'est les vêtements, c'est dans les vêtements du quotidien, parce que tout le monde achète des vêtements. Bien Après, sûr. il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui voyagent pas, il y a des gens qui mangent du bio, d'autres qui mangent pas du bio. Mais dans les vêtements aujourd'hui, peu importe ce qu'on pense, peu importe d'où on vient, peu importe si on est riche, si on est pauvre, on achète tous des vêtements. C'est vraiment le produit universel qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer. On ne peut pas ne pas acheter le vêtement, on peut pas ne pas acheter le vêtement à ses enfants. On est obligé. Donc c'est vraiment un produit qui est totalement universel et qui pollue énormément, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vêtements 100% éco-responsable, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment intéressant que tu mettes quand même beaucoup le style en avant et que ça soit en plus, parce que je pense que il y a que comme ça que tu vas donner envie aux gens. C'est pas juste en leur disant c'est éco-responsable, c'est qu'il faut qu'ils aient envie du produit et qu'en plus il soit éco-responsable. Moi ce que ma bataille, c'est de me dire que quelqu'un a acheté un vêtement Inadea parce qu'il aime le style. Exactement. Mais que par exemple lui dans sa vie personnelle, il recherche pas à acheter un vêtement éco-responsable, ou en tout cas soit il s'en fiche, ou soit c'est pas son objectif premier, mais qu'il a acheté un vêtement Inadea, parce que je me dis, s'il a acheté un vêtement Inadea, il a acheté un vêtement plutôt éco-responsable, au lieu d'acheter peut-être un vêtement d'une autre marque qui est pas du tout éco-responsable. Donc moi je me dis que j'aurais gagné ce pari-là, parce que c'est un vêtement en moins entre guillemets dans sa garde-robe qui est pas éco-responsable. Après, mes vêtements ne sont pas 100% éco-responsables, parce qu'à partir du moment où on produit quelque chose, on pollue forcément un peu. Il y a un impact, mais l'idée c'est de tendre vers le mieux, en tout cas. On peut toujours faire mieux, en fait. On peut toujours s'améliorer. Moi, c'est aussi mon objectif de m'améliorer au fil du temps. Ouais. Mais bon, il nous reste les 5 minutes avant la fin. Je t'avais dit, je parle trop. Non, du tout, c'était passionnant. Et bon, c'est vrai qu'on a parlé pas mal avant, et donc voilà, c'est mon erreur. Il y a une question que je voulais te poser, et je crois qu'il t'a fait rire, c'est justement, étant donné que t'as côtoyé cette belle maison qui est Chanel, et qui cherche un directeur artistique, qui est-ce que tu verrais en direction artistique? Alors, du coup, j'ai réfléchi un petit peu, et je trouverais ça cool. Alors, Jérémy Scott. Okay. Qui travaille qui est le directeur artistique de Moschino. Alors je sais pas, parce que c'était justement, j'ai un peu vérifié parce que je savais plus trop où il en était, entre guillemets. Alors c'était marqué 2023. Alors du coup, qui travaillait jusqu'à 2023 chez Moschino, donc je ne sais pas ce qu'il fait cette année. Et donc tu le verrais toi chez Chanel? Moi j'aime bien son côté. Alors si les personnes connaissent pas, il a fait notamment, parce que Moschino c'est peut-être pas connu de tout le monde. Bien sûr. Il a fait des collections qui étaient chez Adidas, notamment des baskets avec des ailes un peu colorées. Enfin, ça, je pense que c'est une des pièces un peu les plus connues de ce qu'il a fait. Vous pouvez aller voir son travail, et moi j'adore. Enfin, il fait une mode assez colorée, assez très très street, très hip-hop. Moi, c'est vraiment les influences que j'adore. Et un peu fun, tu vois. Chez Moschino, il fait des trucs super fun. Il y a ce vrai côté artistique où il reprend des codes de consommation, il les retravaille. Enfin, parfois, il a fait des collections avec des logos McDo, des choses comme ça. Enfin, c'est très drôle et très irrévérencieux. Et justement, je trouve que ça ferait un contraste énorme avec le style, on va dire, traditionnel de Chanel. Mais en même temps, Karl Lagerfeld, il avait ce côté irrévérencieux, nouveau. Donc je pense qu'au final ça pourrait matcher, et ça casserait totalement, parce qu'en fait Karl Lagerfeld, pour moi aujourd'hui, à la base quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit personne ne peut remplacer Karl Lagerfeld. Bon, malheureusement aujourd'hui Virginie Viard a continué parce qu'elle travaillait avec lui, donc en fait elle a continué dans sa lignée, elle a réussi en fait à créer des choses qu'il aurait pu créer. Mais je pense que si on voudrait de la nouveauté, il faudrait complètement casser, en fait, faire une rupture. Ouais. Il faudrait une rupture. Virginie Viard, elle a toujours travaillé avec elle. Elle n'est pas directrice. Enfin, c'était pas son objectif, je pense, à la base, d'être directrice artistique. Elle a continué l'histoire de Karl. Et c'est très bien ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, voilà, ça a quand même continué de développer Chanel. Le pari était énorme. Puis tu passes quand même derrière Karl Lagerfeld, ce qui est terrible. Parce que t'as une pression qui est énorme. Ouais, moi, en plus, dans le milieu, tous ceux qui travaillaient pour Chanel, tout le monde avait peur de quand ça allait arriver. Bien sûr, ça allait très bien qu'un jour ça allait arriver, et tout le monde se disait genre Chanel, ce sera fini. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça, je sais pas si les gens le savent, si ça se sait beaucoup, mais c'est vrai que même quand lui a repris, personne ne voulait de Chanel, parce que c'était plutôt pour les grands-mères, etc. C'était un peu dépassé. Et c'est vrai qu'il a révolutionné. Ouais, c'est pour ça que du coup, pour moi, il faudrait quelqu'un qui fasse ça, en fait, comme les débuts de Karl. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je sais pas si ça sera annoncé d'ici que ça sorte, mais en tout cas, je suis toujours curieux. Ce serait ouf.
Ce sera incroyable. 6 anneaux, j'aurais mis Ce sera incroyable. Mais on va suivre ça. Et là, bah, du coup, la dernière question, si tu pouvais embellir un objet ou un lieu, ce serait quoi? C'est rigolo parce que quand j'ai lu ta question, j'étais dans les transports et je me disais, genre, qu'est-ce que je fais et tout. Et j'ai vu, tu vois, j'étais au niveau du pont de Saint-Cloud et il y a l'autoroute qui passe là, il y a un grand pont de route et c'est que du béton, c'est ultra moche. Et en plus, il y a des tags, tu sais, un peu pourris, là, des signatures. Là. Et je me dis, une super grande fresque de graphe par un grand artiste graffeur, ce serait ouf. Et parce que je trouve que ça s'est un peu perdu, ça. Il y a une époque où le graphe c'était devenu un peu à la mode et du coup les villes ont commencé à demander à faire des fresques. Il y en a qui en ont fait, je sais pas comment ça a été décidé. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ça se fait plus trop. Enfin, il y a plus trop de nouvelles fresques comme ça, alors que bah, c'est quand même beaucoup plus beau que Bien sûr. des murs abandonnés. Moi, je me rappelle, à Clermont, il y avait deux, trois, quand je me promenais avec mon père notamment, il y avait deux, trois trompe-l'œil. Et c'est vrai que ça donnait un cachet, je trouve, à la ville. Ouais, Et c'est je ça. trouvais que c'était intéressant, que ce soit des graphes ou des choses comme ça, mais au moins, c'est même juste un mur, bah, d'un coup, il veut dire quelque chose, ou ça donne une profondeur au paysage, et je Ouais. trouve ça Et puis ça intéressant. amène de la culture en fait. Même justement, c'est ça que moi j'adore avec les cultures urbaines, notamment le graphe, c'est que du coup tout le monde peut avoir accès à ça. En fait, t'as pas besoin d'aller dans un musée. Souvent c'est ça aussi, Bien c'est très sûr, clivant exactement. aussi l'art. Ça le ramène dans la rue, ouais. Et moi j'adore aussi avec. C'est pour ça que je suis fan de tout le milieu artistique urbain. C'est que ça te donne vraiment accès à tout le monde. Mais complètement. Et ce sera rien de mieux pour terminer. En tout cas, Carole, merci infiniment. Ouais, j'ai passé un super moment avec toi. Bah, j'espère que vous aussi en nous écoutant. Du coup, on vous rappelle que la collection donc est en précommande sur Liseré Rouge jusqu'au 11 novembre, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous noter sur Spotify, puisque ça nous aide beaucoup. Et puis on te souhaite le meilleur pour cette collection, Carole. Ok, merci. Est-ce que je peux juste rajouter peut-être Bien sûr. une petite chose? Parce que du coup, tout à l'heure, on a parlé des tailles, que c'est compliqué et tout. Si vous hésitez, si vous connaissez pas encore ma marque, vous hésitez, n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message parce que du coup, je suis la créatrice, c'est moi qui vais coudre la pièce. Donc en fait, vous pouvez m'envoyer en général, je demande les mensurations et comme ça, moi, je vais vous dire quelle taille est la mieux pour vous et comme ça, au moins. Et ben voilà, ouais, presque du sur-mesure. Voilà, c'est du semi-mesure, on va dire. Voilà, de la demi-mesure. Voilà, en tout cas, on te souhaite le meilleur, Carole, et merci encore. Merci à toi.